L'achat d'un camion devrait être un investissement, l'outil qui vous permet de gagner votre vie. Mais il existe des modèles qui, en raison d'un défaut de fabrication, d'une conception mal conçue ou d'une renommée indûment bonne, deviennent des gouffres sans fond d'argent et de patience. Ceci n'est pas une liste d'opinions, c'est une compilation d'avertissements basés sur des milliers d'heures d'ateliers, des millions de dollars perdus et des dizaines de recours collectifs. Voici les 15 camions qui, si vous les achetez, vous ruineront. Nous commençons par le numéro 15 et les choses ne s'annoncent pas bien dès le début. Numéro 15. Ford F650/F750. Modèle 2015 à 2018 avec moteur diesel Powerstroke 6,7 litres. Il y a des camions qui promettent beaucoup et tiennent peu. Le Ford F650 et F750 de ces années est l'un d'entre eux. Sur le papier, il semblait être l'outil parfait pour le travail moyen. La robustesse d'un camion avec la mécanique d'un pick-up géant. En pratique, il est devenu un cauchemar d'atelier. Le problème le plus grave et récurrent affecte le système de refroidissement, conçu de manière insuffisante pour les exigences du travail continu. Lorsque le moteur commence à chauffer plus que de raison, et il le fait souvent, les conséquences s'enchaînent. Le joint de culasse cède, la culasse se déforme et l'huile commence à se mélanger au liquide de refroidissement. La facture de réparation à ce stade peut dépasser les 15 000 $ sans sourciller. À cela s'ajoute la transmission Torque Shift, qui sur ces modèles souffre de défaillances prématurées des solénoïdes et du corps de vanne, provoquant des changements brusques qui finissent par endommager le reste du train moteur. Le plus inquiétant est l'âge auquel les problèmes commencent. Nous ne parlons pas de camions avec un demi-million de kilomètres, mais d'unités qui dépassent à peine les 100 000. Il y a des conducteurs qui les ont emmenés à l'atelier avant d'avoir accompli 2 ans d'utilisation. Acheter l'un de ces Ford est comme jouer à la roulette russe avec 3 balles dans le barillet. Numéro 14. Chevrolet Kodiaq/GMC Topkick. Modèles avec moteur, Duramax 6,6 litres de première génération. Il fut un temps où ces camions moyens de General Motors dominaient les flottes municipales et de construction. Ils étaient robustes, avaient une bonne image et le moteur Duramax promettait la fiabilité que la marque avait acquise dans ses pick-up. Mais le temps a révélé leurs faiblesses. Le système d'injection des premiers Duramax installés sur ces châssis s'est avéré beaucoup plus délicat qu'il ne devrait l'être. Les injecteurs tombent en panne avec une fréquence alarmante. Et lorsqu'ils le font, non seulement ils laissent le camion à l'arrêt, mais ils peuvent contaminer l'huile avec du diesel, ruinant les coussinets et le vilebrequin par la même occasion. Le module de commande du moteur, situé dans un emplacement qui semble conçu pour accumuler la saleté et l'humidité, pose également des problèmes. Un jour, le camion fonctionne, le lendemain, il ne démarre pas et le diagnostic peut prendre des semaines. Mais le coup le plus dur pour le propriétaire actuel est la disponibilité des pièces de rechange. Chevrolet et GMC ont cessé de fabriquer ces modèles il y a des années et de nombreux composants spécifiques ne sont plus produits. Trouver une pièce d'occasion en bon état est une odyssée et quand vous la trouvez, le prix est exorbitant. Le Kodiaq et le Topkick sont devenus ces camions qui, lorsqu'ils tombent en panne, restent des années à l'atelier en attendant une pièce qui n'arrive jamais. Numéro 13, Dodge Ram 3500/4500/5500, modèle 2007 à 2009 avec moteur, Cummins 6,7 litres et transmission automatique 68 RFE. Nous avons ici un cas curieux, un moteur excellent, peut-être le meilleur diesel léger de l'histoire, couplé à une transmission qui n'était pas à sa hauteur. Le Cummins 6,7 litres est une bête indestructible, capable de supporter des abus qui tueraient n'importe quel autre moteur. Mais toute cette puissance doit arriver aux roues via la transmission 68 RFE, et c'est là que le problème commence. Cette transmission, conçue pour un usage normal, ne peut tout simplement pas supporter le couple que le Cummins est capable de générer lorsqu'on exige de lui un travail lourd. Les symptômes sont toujours les mêmes. Le convertisseur de couple commence à patiner, les changements deviennent brusques et finalement les disques internes brûlent. La réparation d'une 68 RFE peut coûter entre 5 et 8 000 $, selon les dégâts. Et le pire est que, si vous ne renforcez pas la transmission avec des composants du marché secondaire, le problème se répète. Il y a des propriétaires qui ont changé la transmission 3 fois en moins de 100 000 km. Le moteur est toujours là, parfait, implacable, attendant que la boîte de vitesse cesse d'être son talon d'Achille. Acheter l'un de ces rames, c'est acheter un Cummins avec une condamnation à mort sur la tête. Numéro 12, International Durastar, modèles avec moteur MaxxForce 7.
S'il y a un moteur qui mérite une place de choix dans toute liste de désastres mécaniques, c'est bien le MaxxForce 7 d'International. Un V8 diesel de 6,4 litres que la compagnie a développé pour répondre aux normes d'émission sans recourir à l'urée et qui est devenu un monument à la mauvaise ingénierie. Le système EGR, soumis à des exigences impossibles, s'obstruait avec une fréquence effarante. Les injecteurs tombaient en panne en chaîne. Les turbos, à géométrie variable, se grippaient. Et quand tout cela arrivait, le moteur entrait dans un cercle vicieux de régénération constante qui finissait par faire fondre les pistons ou fissurer les culasses. Le pire avec le MaxxForce 7 est qu'il ne prévenait pas. Vous pouviez avoir un camion qui fonctionnait parfaitement un jour et le lendemain, sans avertissement, le moteur disait stop. Les factures de réparation oscillaient entre 12 et 20 000 $, souvent plus que la valeur totale du camion. International a reçu des recours collectifs. Des concessionnaires entiers se sont remplis de Durastar, attendant des moteurs neufs, et les propriétaires ont appris une leçon douloureuse. N'achetez jamais la première génération d'un moteur conçu pour respecter des normes impossibles. Le Durastar avec MaxxForce 7 est une bombe à retardement qui tôt ou tard explose. Numéro 11. Mitsubishi Fuso FE/FG, modèle 2006 à 2010 avec moteur 4M50. Le Mitsubishi Fuso FE et FG ont été pendant des décennies les rois de la livraison urbaine et des applications à cabine avancée. Leur taille compacte, leur maniabilité et leur facilité d'utilisation en ont fait les favoris des flottes de messagerie, des services municipaux et des petites entreprises. Mais entre 2006 et 2010, quelque chose a mal tourné. Le moteur 4M50, un 4 cylindres diesel de 4,9 litres, a commencé à poser des problèmes qui ont terni la réputation de la marque. Le turbo, en particulier, s'est avéré être un point faible. Il a été conçu avec une géométrie qui ne supportait pas bien les cycles de travail urbains, avec des démarrages et des arrêts continuels. Les aubes du turbocompresseur se grippaient, la pression de suralimentation chutait, et le moteur perdait de la puissance jusqu'à devenir pratiquement inutile. Le système EGR, également mal dimensionné, s'obstruait de suie et imposait des régénérations constantes qui finissaient par diluer l'huile avec du diesel. Lorsque le propriétaire emmenait le camion à l'atelier, la nouvelle était toujours la même. Réparation du turbo, nettoyage de l'EGR, dommages possibles aux injecteurs. La facture tournait autour de 5 000 $, souvent plus que ce que le camion avait coûté d'occasion. Le pire est que ces problèmes étaient récurrents. Il n'y avait pas de solution définitive, seulement des correctifs temporaires. Le FE/FG de ces années-là est devenu le casse-tête de nombreux petits entrepreneurs qui ont fait confiance à une marque ayant une bonne renommée. Numéro 10. Isuzu NPR/NQR, modèle 2004 à 2007 avec moteur 4HE1. Isuzu a la réputation de construire des moteurs indestructibles. Et c'est vrai, elle les construit. Mais entre 2004 et 2007, avec le moteur 4HE1, quelque chose a échoué. Ce 4 cylindres diesel, qui équipait les populaires NPR et NQR, a développé un problème chronique avec le système d'injection qui a mené à la ruine plus d'un propriétaire. Les injecteurs, au lieu de durer les centaines de milliers de kilomètres attendus, commençaient à faillir autour de 150 000. Au début, les symptômes étaient subtils. Un peu de fumée blanche au démarrage, une consommation légèrement supérieure, quelques pertes de puissance intermittentes. Mais si le conducteur ignorait ces signaux, le dénouement était catastrophique. Un injecteur qui défaille dans un moteur diesel à rampe commune ne se contente pas de mal pulvériser le carburant. Il peut finir par injecter du diesel liquide directement dans le cylindre. Ce diesel lave le film d'huile des parois, dilue le lubrifiant dans le carter et finalement provoque le grippage d'un piston ou la rupture d'une bielle. La réparation, à ce stade, implique d'ouvrir complètement le moteur, de rectifier le bloc ou de le changer entièrement. Entre 8 et 12 000 $ plus tard, le propriétaire se retrouve avec un camion qui vaut moins que ce qu'il a payé pour le réparer. Le 4HE1 est un moteur excellent quand il fonctionne, mais quand il défaille sérieusement. Numéro 9. Freightliner Sprinter, modèle 2007 à 2009 avec moteur V6 diesel. La Sprinter est, sans aucun doute, la fourgonnette la plus iconique au monde. Son design, son espace intérieur, son image associée au transport professionnel en ont fait un succès de vente pendant des décennies. Mais entre 2007 et 2009, Mercedes-Benz, propriétaire de la marque, a décidé d'installer un moteur V6 diesel qui s'est avéré être un cauchemar. Le problème n'était pas la mécanique de base, mais tout ce qui l'entourait.
Le système d'émission, l'électronique de commande, les capteurs et actionneurs qui transformaient chaque panne en un casse-tête. Le système de recirculation des gaz d'échappement, EGR, s'obstruait avec une fréquence effarante. Le filtre à particules, DPF, entrait en régénération constante, consommant du diesel supplémentaire et diluant l'huile. Et quand quelque chose échouait, l'unité de commande électronique répondait avec des codes d'erreur si cryptiques que même les mécaniciens spécialisés ne trouvèrent pas la solution. Le turbo, de plus, souffrait de problèmes prématurés au niveau de ses aubes à géométrie variable. Changer un turbo sur une Sprinter de ces années-là pouvait coûter plus de 3000 $. Et le pire est que, souvent, le nouveau turbo ne durait pas beaucoup plus longtemps que l'original. Le coût de possession à long terme de ces Sprinters est tout simplement terrifiant. Certains disent que, si vous additionnez ce que vous avez payé pour elle et ce que vous avez dépensé en réparation, vous auriez pu acheter 2 fourgonnettes neuves d'une autre marque, et ils n'ont pas tort. Numéro 8, Workhorse Custom Chassis, W42/W62, modèles avec moteur GM, 8,1 litres et transmission Allison. Ces châssis, utilisés principalement dans des autobus scolaires, des fourgons de livraison et des véhicules récréatifs, sont un cas curieux de la façon dont un moteur et une transmission excellents peuvent devenir un problème lorsqu'ils sont montés dans un ensemble mal conçu. Le moteur GM 8,1 litre Vortec est un géant à essence, un V8 de 8,1 litres avec une réputation de robustesse. La transmission Allison, pour sa part, est probablement la meilleure boîte automatique pour travail lourd du marché. Mais dans les Workhorse W42 et W62, quelque chose échouait. Le problème principal était le système de refroidissement, insuffisant pour les exigences du travail continu, particulièrement dans des applications avec des arrêts fréquents comme les autobus scolaires. Le moteur chauffait, le joint de culasse cédait et le liquide de refroidissement commençait à se mélanger à l'huile. Une fois que cela arrive, le moteur est condamné. La réparation implique de démonter la culasse, de la rectifier ou de la changer. Et souvent, les dommages au coussinet du vilebrequin imposent une reconstruction complète. Nous parlons de factures qui dépassent facilement les 10 000 $, souvent plus que la valeur totale du véhicule. Lorsque le propriétaire est confronté à cette réalité, la décision est toujours la même: envoyer à la casse ou vendre pour les pièces. Le Workhorse est la preuve qu'un bon moteur et une bonne transmission ne garantissent pas un bon véhicule si l'ensemble est mal conçu. Jusqu'ici, nous avons vu des machines problématiques, mais avec lesquelles on peut encore cohabiter si l'on est prêt à dépenser. Les 7 qui suivent sont l'enfer sur roue. Ce sont les camions qui ont fait faire faillite à des flottes entières, ceux qui ont généré des recours collectifs se comptant en millions, ceux qui devraient être livrés avec un avertissement sanitaire sur le capot. Et le numéro 1 n'est pas seulement le pire camion à acheter. Il est, pour beaucoup, la plus grande erreur financière sur roue jamais commise. Numéro 7. Ford F650/F750, modèle 2020-2022 avec moteur diesel Powerstroke, 6,7 litres de haute puissance. Si les modèles précédents du F650 et F750 étaient déjà problématiques, la génération 2020-2022 a porté les défauts à un nouveau niveau. Ford a décidé d'installer dans ses camions la version de haute puissance du moteur Powerstroke, 6,7 litres, le même qui équipe les pick-up F450, mais sans tenir compte du fait qu'un camion de travail lourd n'est pas un pick-up. Les exigences thermiques et mécaniques sont bien supérieures et le moteur a commencé à montrer des signes de fatigue préoccupants. Le système de post-traitement des émissions, déjà complexe en soi, est devenu un cauchemar récurrent. Le filtre à particules, DPF, se saturait avec une fréquence inacceptable, imposant des régénérations constantes qui consommèrent du diesel supplémentaire et diluaient l'huile. Les capteurs de NOx tombaient en panne les uns après les autres, et lorsqu'ils échouaient, le moteur entrait en mode de protection, de rate, limitant la puissance à des niveaux qui rendaient impossible la circulation sur autoroute. Le pire est que ces modes de rate arrivaient aux moments les plus inopportuns, au milieu d'une montée, avec une charge complète, lors d'un dépassement. La transmission, en plus, n'était pas à la hauteur. Les mêmes problèmes de la torque shift se sont répétés, avec des défaillances des solénoïdes et du corps de vanne qui laissèrent le camion en panne sans avertissement. Lorsque la garantie expirait, le propriétaire faisait face à des factures à 5 chiffres avec une régularité effarante. Le Ford F650 de ces années-là est l'exemple parfait de la façon dont une mauvaise intégration entre moteur, transmission et châssis peut transformer un outil de travail en une condamnation économique.
Numéro 6, International CV Series, modèle basé sur Nissan Titan XD. Quand International a décidé d'entrer dans le segment des pick-up lourds, elle a commis une erreur stratégique. Au lieu de développer son propre véhicule, elle a pris la base du Nissan Titan XD, y a apposé son emblème et l'a vendu comme s'il s'agissait d'un International. Le résultat fut un Frankenstein mécanique qui ne finissait par être ni une chose ni l'autre. Les problèmes commençaient par le manque d'identité. Les concessionnaires internationaux n'étaient pas préparés pour réparer un véhicule avec des composants Nissan, et les concessionnaires Nissan ne voulaient rien savoir d'un véhicule avec un emblème international. Le propriétaire restait piégé dans un vide de service technique où personne n'assumait la responsabilité. La transmission, un composant spécifique de ce modèle, subissait des défaillances prématurées. L'électronique était un désastre. Des capteurs qui donnaient des lectures erronées, des unités de commande qui se réinitialisèrent seules, des voyants de panne qui s'allumaient sans raison apparente. Et quand le propriétaire parvenait à ce qu'un concessionnaire accepte de regarder le véhicule, le diagnostic pouvait prendre des semaines parce que les manuels d'atelier ne coïncidèrent pas avec la réalité du véhicule. La CV Series est l'exemple parfait de ce qui arrive quand deux cultures d'ingénierie se mélangent sans s'intégrer. Quelques rares exemplaires ont été vendus, et ceux qui circulent encore le font avec l'espoir qu'il ne se passe rien, car quand cela arrive, le réparer est une odyssée. Numéro 5. Hino 268/338, modèle 2010 à 2015 avec moteur J08E. Hino est, pour beaucoup, synonyme de fiabilité japonaise. Mais entre 2010 et 2015, quelque chose a mal tourné dans l'usine qui produisait les moteurs J08E. Ces moteurs, qui équipèrent les modèles 268 et 338 de Hino, ont commencé à développer des problèmes qui ont taché la réputation de la marque. Le système d'injection à rampe commune s'est avéré beaucoup plus délicat que prévu. Les injecteurs tombaient en panne en chaîne et quand ils échouaient, non seulement ils laissèrent le moteur sans puissance, mais ils pouvaient provoquer des dommages catastrophiques si le carburant diesel s'infiltrait dans l'huile. Le turbo, de plus, montrait des signes de fatigue prématurée, avec des coussinets qui s'usaient et des arbres qui perdaient leur concentricité. Mais le plus alarmant était la consommation d'huile. De nombreux propriétaires signalaient devoir ajouter plusieurs litres entre les vidanges, un symptôme sans équivoque que quelque chose n'allait pas dans les segments ou dans les guides de soupape. Lorsqu'ils emmenèrent le moteur à l'atelier, la nouvelle était toujours la même. Réparation coûteuse, et souvent sans garantie que le problème ne réapparaisse pas. Hino a tenté de résoudre cela avec des mises à jour de logiciels et des améliorations des composants, mais pour les propriétaires des modèles 2010 à 2015, la solution est arrivée trop tard. Beaucoup de ces camions ont été abandonnés en cours de route, vendus pour les pièces ou simplement garés dans un coin en attendant une décision qui n'arrivait jamais. Le J08E de ces années-là a prouvé que même les Japonais peuvent se tromper. Numéro 4. Peterbilt 579, modèle 2012 à 2015 avec moteur Packard MX-13. Peterbilt est l'une des marques les plus appréciées d'Amérique. Son nom évoque la qualité, le style et la tradition. Mais lorsqu'ils ont lancé le moteur Packard MX-13 dans leur modèle 579, quelque chose a terriblement mal tourné. Les premières générations de ce moteur, conçu pour rivaliser avec les géants européens, souffraient de défauts de jeunesse qui se sont avérés catastrophiques. Le problème le plus grave concernait le vilebrequin. En raison d'une erreur dans le traitement thermique ou dans l'alliage, certains vilebrequins développaient des fissures microscopiques qui, avec le temps, devenaient des fractures. Lorsque le vilebrequin se brise dans un moteur diesel, le résultat est apocalyptique. Des pistons qui frappent les soupapes, des bielles qui perforent le bloc, de la mitraille qui circule dans tout le système de lubrification. La réparation, dans ces cas-là, ne consiste pas à réparer le moteur, mais à le changer entièrement. Et un moteur neuf pour un Peterbilt 579 peut coûter plus de 30 000 $, sans compter la main-d'œuvre. À cela s'ajoutaient des problèmes avec les coussinets de bielle qui s'usaient prématurément et avec le système d'injection qui tombait en panne sans avertissement. Packard a fini par reconnaître les problèmes et a amélioré le moteur dans les générations suivantes, mais pour les acheteurs des premiers 579, l'expérience a été dévastatrice. Beaucoup ont perdu des dizaines de milliers de dollars et, le pire, la confiance en une marque qu'ils croyaient inébranlable. Numéro 3, Kenworth T680, modèle 2012 à 2015 avec moteur Packard MX-13.
Le même problème, la même histoire, la même déception. Le Kenworth T680, le fleuron de la marque sœur de Peterbilt, montait le même moteur Packard MX-13 lors de ses premières années et souffrait des mêmes défauts. Des vilebrequins qui se brisaient, des coussinets qui se désintégraient, des injecteurs qui tombaient en panne. La seule différence était l'emblème sur le capot. Pour les propriétaires de ces T680, le cauchemar était double. D'un côté, ils avaient un camion qu'ils ne pouvaient pas utiliser parce que le moteur était à l'atelier. De l'autre, ils voyaient comment la valeur de revente s'effondrait à mesure que la mauvaise réputation du MX-13 se propageait. Les concessionnaires se sont remplis de T680 et de 579 en attente de moteur neuf, et les délais de livraison s'allongeaient jusqu'à 6 mois. Pendant ce temps, le propriétaire continuait de payer le crédit du camion, l'assurance, les taxes, sans pouvoir générer un seul dollar de revenus. Il y a eu des cas d'entreprises entières qui ont fait faillite parce que leur flotte de T680 est restée immobilisée. Packard a appris la leçon et les MX-13 ultérieurs sont beaucoup plus fiables. Mais pour ceux qui ont acheté entre 2012 et 2015, le mal était déjà fait. Le T680 de ces années-là est un rappel que même les meilleures marques peuvent de lancer des produits immatures et que le prix de cette immaturité est toujours payé par les clients. Numéro 2. Freightliner Cascadia, modèle 2008 à 2010 avec moteur 2.3 DD15 de première génération. Le Freightliner Cascadia est aujourd'hui le camion le plus vendu d'Amérique, un standard d'efficacité et de fiabilité. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Les premières générations du moteur 2.3 DD15, celles qui ont équipé les Cascadia entre 2008 et 2010, ont été un véritable désastre. Le problème principal était le système EGR, soumis à des exigences qu'il ne pouvait pas supporter. Les refroidisseurs d'EGR se fissuraient, permettant au liquide de refroidissement de se mélanger au gaz d'échappement et, éventuellement, d'entrer dans les cylindres. Quand cela arrivait, le moteur commençait à perdre de la compression, à dégager de la fumée blanche et, finalement, à tomber en panne. Le turbo à géométrie variable posait aussi des problèmes. Les aubes se grippaient à cause de la suie, la pression de suralimentation chutait et le moteur perdait de la puissance. Mais le pire était les fissures dans la culasse du moteur. À cause d'un défaut de conception ou de matériaux, certaines culasses se fissuraient après seulement quelques milliers de kilomètres, provoquant un mélange d'huile et de liquide de refroidissement qui achevait les coussinets du vilebrequin. La réparation d'un DD15 de ces années-là pouvait coûter facilement 40 000 $. De nombreuses flottes, celles qui pouvaient se le permettre, changèrent les camions avant d'atteindre les 500 000 km pour ne pas avoir à affronter cette facture. Celles qui ne le pouvaient pas, tout simplement, faisaient faillite. Le DD15 a fini par être un moteur excellent après plusieurs mises à jour, mais les premières générations sont un avertissement de ce qui arrive quand la pression pour respecter les normes d'émission passe avant la maturité de l'ingénierie. Numéro 1. L'abîme absolu. International ProStar avec moteur MaxxForce 13 et MaxxForce 15. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de deuxième place qui s'en approche. L'International ProStar avec moteur MaxxForce 13 ou MaxxForce 15 est sans aucun doute le camion le plus ruineux de l'histoire moderne du transport. Ce n'est pas qu'il a un problème, c'est que tout en lui est un problème. L'histoire commence par une décision stratégique d'International, respecter les normes d'émission EPA sans utiliser le système de réduction catalytique sélective, SCR, c'est-à-dire sans urée. Pour cela, ils ont tout misé sur le mauvais cheval, un système EGR à taux ultra élevé qui faisait recirculer des quantités massives de gaz d'échappement vers le moteur, soumettant tous les composants à des conditions thermiques et chimiques qu'ils ne pouvaient pas supporter. Le résultat fut une cascade de pannes sans fin. Les culasses des cylindres se fissuraient avec une fréquence effarante. Les injecteurs tombaient en panne en chaîne, contaminant l'huile avec du diesel et ruinant les coussinets. Les turbos se grippaient, les pistons se brisaient, les vannes d'EGR s'obstruaient. Le filtre à particules se saturait, et quand le propriétaire réussissait à réparer un problème, un autre apparaissait quelques milliers de kilomètres plus loin. Les recours collectifs se sont accumulés. Les concessionnaires se sont remplis de ProStar en attente de moteurs neufs. Les délais de réparation s'allongeaient jusqu'à 6 mois. Les propriétaires voyaient leurs entreprises s'effondrer alors qu'ils continuaient de payer les crédits de camions qu'ils ne pouvaient pas utiliser. Les MaxxForce 13 et 15 ne sont pas simplement de mauvais moteurs. Ce sont, probablement, les pires moteurs diesel jamais installés sur des camions de route ces dernières décennies. Et le pire est qu'International a continué de les vendre pendant des années, niant l'évidence, jusqu'à ce que la réalité leur explose au visage. Aujourd'hui, les ProStar avec MaxxForce se vendent pour presque rien aux enchères.
Et malgré cela, celui qui les achète finit souvent par le regretter. Parce que réparer un Max Force n'est pas un investissement, c'est une condamnation. Et c'est pourquoi, sans l'ombre d'un doute, il occupe le numéro 1 de cette liste. Si vous voyez un ProStar bon marché, courez. Cette offre n'est pas une opportunité, c'est un piège.